Bonsoir et bienvenue parmi nous au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Mon nom est Catherine Plourde et je suis responsable des activités culturelles. Ce soir, nous recevons nos chers partenaires du Musée de l'Holocauste Montréal, Marie-Blanche Fourcade et Andrea Chalice, qui nous présentent De paroles et d'objets, préserver et transmettre les mémoires de la Shoah. Cette présentation est en lien à l'exposition issue d'un travail collaboratif entre 4 musées, dont les nôtres, avec qui nous offrons l'exposition virtuelle Port d'exil, port d'attache, qui démontre le destin de Juifs persécutés par le régime nazi. D'un autre côté, la conférence est aussi reliée à l'exposition Shaki Mimakir, à la recherche des disparus, de l'artiste juif montréalais Yehuda Shaki, présenté ici. Laissez-moi vous présenter nos deux invités. Marie-Blanche Fourcade est chef conservation et exposition au Musée de l'Holocauste Montréal. Elle est également professeure associée au département d'Histoire de l'art de l'Université du Québec à Montréal. Elle est détentrice de doctorat en ethnologie de l'Université Laval en 2007 et est l'auteure de plusieurs ouvrages, dont la monographie « Habiter l'Arménie au Québec » aux presses de l'Université du Québec en 2011. C'est la transmission et la valorisation des patrimoines sensibles en contexte de déracinement qui ont nourri son parcours multidisciplinaire. Andrea Chalice est conservatrice au Musée de l'Holocauste Montréal, où elle travaille depuis 2016, après y avoir été impliquée comme bénévole pendant plusieurs années. Elle est aussi détentrice depuis 2018, d'une maîtrise en histoire de l'UQAM. Elle s'intéresse notamment au caractère unique des histoires individuelles portées par la collection, d'où l'importance des relations qu'elle entretient avec les donateurs pour les accompagner dans la préservation de leurs patrimoines familiaux. Bienvenue, mesdames. Dernière chose, nous vous invitons à poser vos questions via la fonction Q et R dans le bas de votre écran. Pendant la conférence de 45 minutes, ainsi les conservatrices pourront répondre à quelques-unes d'entre elles à la fin de la présentation. Sur ce, bonne conférence à tous. Merci beaucoup, Catherine. Alors, nous allons donc commencer cette présentation de paroles et d'objets. Notre démarche, parler de nos collections à travers notre travail quotidien, notre travail de terrain. En quelque sorte, vous ouvrir les portes du musée et vous faire découvrir le parcours de ces objets que l'on dit sensibles. Et vous le comprendrez tout au long de cette présentation. Avant de commencer, prenons quelques instants pour découvrir l'histoire de ce musée qui a un peu plus de 40 ans. Première institution muséale détentrice d'une collection de culture matérielle et d'histoire orale dédiée à l'histoire de l'Holocauste, reconnue au Canada, nous participons à un paysage mondial d'environ 435 institutions culturelles et commémoratives qui portent le souvenir et les leçons de l'Holocauste à travers plus d'une trentaine de pays. Andrea, je te laisse évoquer cette histoire. Donc, la fondation du musée en soi est très intéressante et caractérise beaucoup le travail qu'on fait au musée encore aujourd'hui. À l'origine, l'institution se nommait le Centre commémoratif de l'Holocauste à Montréal. Il est fondé en 1976 par des survivants de l'Holocauste montréalais ainsi que des jeunes membres de la communauté juive de l'époque. Montréal a la caractéristique d'accueillir une des plus grosses proportions de survivants après la guerre. On parle d'environ 10 000 personnes qui vont venir s'établir dans la ville. Et très rapidement, ils vont devenir très actifs au sein de leur communauté, dans la ville, afin de commémorer les événements qu'ils ont vécus, mais également combattre le néonazisme et le fascisme au pays. Ils vont se rendre compte que, par exemple, les discours haineux ne sont pas criminalisés au Canada, qu'on peut propager toutes sortes de discours de haine, et ils vont tenter de combattre ça. La transmission de la mémoire est essentielle pour eux, et c'est dans la foulée de ces deux grandes actions-là, commémoration et activisme, qu'ils vont fonder le Centre commémoratif de l'Holocauste Montréal, qui va ouvrir officiellement le 9 septembre 1979. Le musée est donc passé avec les années d'un milieu associatif et communautaire à un musée québécois reconnu et mené par des professionnels du milieu muséal.
La première exposition permanente va ouvrir 10 ans après l'ouverture du musée. Et en 2001, le musée va être officiellement reconnu par le gouvernement du Québec comme une institution muséale. 2 ans plus tard, l'expo permanente est réouverte et agrandie afin d'accueillir un plus grand public et de mieux répondre aux besoins de l'institution. En 2017, le centre commémoratif change de nom pour devenir le Musée de l'Holocauste Montréal et ainsi mieux refléter tout le travail en muséographie qu'on fait depuis ces années-là. L'an dernier, le musée a également officiellement lancé son grand projet de renouvellement, d'expansion et de déménagement. Donc, le musée origine vraiment grâce aux survivants de l'Holocauste qui se sont établis à Montréal. On peut les voir sur les photos qui sont sur la diapositive. D'abord, dans une marche pour commémorer l'Holocauste en 1967, en plein centre-ville de Montréal. On les voit déambuler devant l'édifice de la Sun Life en plein centre-ville, portant une affiche qui porte le mandat, en fait, de l'Association des survivants de l'oppression nazie qui est à l'origine de la fondation du musée. Et ensuite, on voit une photo de ces mêmes survivants-là en 1979 à l'inauguration du musée, lors de la marche inaugurale qui va mener en fait les cendres de personnes qui ont été tuées à Auschwitz pour être accueillies et présentées au musée. Et enfin, on voit le programme de la cérémonie d'ouverture officielle du centre en 1979, le 16 septembre. Si l'institution a grandi, s'est transformée, la mission initiale du musée et les valeurs portées par les survivants fondateurs continuent à animer le travail de l'équipe et je voulais simplement vous les nommer. Respecter l'histoire, le souvenir et l'héritage de nos survivants fondateurs, placer l'individu au centre de nos actions et de nos décisions, et enfin apprendre de notre histoire alors que nous œuvrons à bâtir un meilleur futur. Ces valeurs infusent le travail de chacun en ce qui nous concerne le travail de conservation autour des collections, dans nos relations avec les donateurs, notre manière d'aborder et de mettre en valeur les objets et les témoignages. Et nous l'évoquerons un petit peu plus tard dans les défis que relèvent ces collections sensibles. Alors justement, on va parler de ces fameuses collections de culture matérielle et d'histoire orale. La collection comporte 13 500 éléments, 501 éléments de culture matérielle, des documents textuels, graphiques, cartographiques, des objets 3D, des enregistrements vidéo et des enregistrements sonores. Il faut savoir que le musée acquiert des objets depuis son ouverture et le don se fait de manière spontanée, donc des donateurs qui viennent nous voir au musée, qui nous appellent et qui veulent partager leur histoire. Mais nous organisons également chaque année une collecte hors les murs du musée, dans un lieu inusité pour un musée, c'est-à-dire un centre commercial à Côte-Saint-Luc. C'est un centre commercial qui dessert une grande partie de la communauté des survivants. Et donc, c'est vraiment l'occasion d'aller à la rencontre de notre public, mais également de susciter des relations inattendues et de recevoir en fait des objets tout autant inattendus. Du côté des témoignages, la collection d'histoire orale, ce qu'on appelle la collection d'histoire orale, comporte aujourd'hui 858 témoignages auxquels le public peut avoir accès via le site web du musée et notre chaîne YouTube. Le musée collecte des témoignages depuis 1994 et nous sommes toujours en recherche de témoins directs, c'est-à-dire des survivants, des vétérans ou tout ce que l'on nomme sous le terme de sauveteurs qui auraient été partie prenante à un moment donné, que ce soit en aidant des familles juives ou en participant au personnel soignant qui a pu leur porter secours. Nous ne collectons pas de témoignages de seconde génération, donc d'enfants de survivants, mais bien entendu, c'est quelque chose auquel on pense puisque le
cours de l'histoire nous permet justement d'élargir notre spectre. Et ces témoignages se font beaucoup par bouche à oreille, donc des amis du musée qui nous indiquent une personne extraordinaire à rencontrer. Parfois, c'est une collaboration qui se fait même entre départements. On reçoit un objet et en découvrant l'histoire extraordinaire de cet objet, on invite le survivant à nous partager son histoire à travers un témoignage. Je vais vous montrer justement des photos de 3 survivants qui témoignent à l'occasion ou régulièrement au musée, Marguerite Elias-Cudus, Willy Glaser et Leslie Vertes. Ils sont une quinzaine aujourd'hui de survivants qui viennent à la rencontre des groupes, des écoles ou des groupes constitués pour transmettre leur histoire, pour partager leur expérience de l'Holocauste. C'est un moment extrêmement vibrant pour l'ensemble de nos publics qui viennent au musée et qui viennent les écouter. Tellement qu'on voulait les partager un peu plus que dans le cadre des groupes, ce qui fait que lors des dimanches gratuits, donc une fois par mois, nous avons des survivants qui viennent témoigner en anglais et en français pour le grand public. Alors aujourd'hui, avec le contexte de la pandémie, ces rencontres ont été suspendues au musée, mais par contre, on a la chance de pouvoir les faire en ligne. Alors de nombreux étudiants ont encore la chance de pouvoir écouter les témoignages des survivants, mais évidemment de chez eux et depuis leur classe. Alors, on va poursuivre avec nos fameux donateurs, ceux qui nous permettent d'enrichir nos collections au fil du temps. Donc, bien sûr, la majorité des donateurs au musée, ce sont principalement les survivants eux-mêmes, mais on parle aussi de leur famille immédiate, enfants, petits-enfants qui vont offrir des objets au musée, ou encore des fois des amis qui, pour différentes raisons, vont donner détenteurs de ces objets-là et les offrir au musée. La collection origine beaucoup des survivants qui se sont installés à Montréal, donc elle reflète beaucoup l'ancrage des survivants à Montréal. Et nous avons la chance de travailler avec une collection qui est très riche et très diversifiée. Une des caractéristiques de la collection, c'est vraiment de présenter des objets qui pourraient paraître ordinaires ou même banals à première vue, mais qui, avec le contexte, et on va y revenir plus tard, mais l'importance du contexte derrière l'objet apporte une deuxième dimension et permet vraiment de mettre en lumière toute la richesse qu'il représente. On dit souvent qu'on a des objets ordinaires, mais avec des histoires extraordinaires. Donc, ces personnes vont donner au musée surtout des objets personnels, donc des objets du quotidien, des objets intimes, religieux ou encore des instruments de musique, ou même encore des jouets d'enfance ou d'adolescence, que ce soit des poupées, des jeux d'échecs. Beaucoup de papiers personnels, donc la nature de la collection est beaucoup des archives historiques parce que, vu les expériences que les gens ont vécues pendant la guerre et le fait que les nazis ont spolié énormément les communautés juives, il y a très peu d'objets qui, des fois, subsistaient pour certaines personnes. Tout ce qu'ils avaient, c'était quelques documents qu'ils ont pu récupérer, qu'ils ont pu conserver, ou encore des photographies personnelles. La collection comporte aussi de nombreux livres, de nombreux imprimés, des brochures, des publicités, des articles de journaux également, mais aussi des films historiques et des témoignages oraux et vidéo, mais de l'époque même, des meubles, petits meubles, on s'entend, on ne peut pas nécessairement transporter des gros meubles, des fragments architecturaux, des maquettes, des photographies, des albums de famille et beaucoup de textiles, que ce soit des uniformes de prisonniers, des vêtements qu'on a pu conserver, récupérer, des badges d'identification, des brassards, des drapeaux, des bannières ou encore des châles de prière. Il y a beaucoup de textiles dans la collection et finalement, les survivants vont bien sûr nous donner leur témoignage, ce qui constitue une énorme richesse pour la collection, mais aussi pour la collection d'artefacts. Il y a plusieurs raisons qui peuvent porter les gens à offrir, que ce soit un artefact ou leur témoignage au musée. Et pour nous, c'est important de comprendre vraiment les raisons qui peuvent les motiver pour mieux comprendre le geste et pouvoir mieux les accueillir dans le processus. Donc, pour beaucoup, la préservation des mémoires et assurer la pérennisation et la perpétuation de celles-ci, non seulement au sein de leur famille, mais aussi au sein de la communauté juive, mais aussi au sein de l'ensemble des communautés montréalaises et même canadiennes, est vraiment important.
Et en assurant cette préservation-là, souvent les donateurs vont ressentir un sentiment de devoir de mémoire accompli. Et aussi un petit peu une charge qui est délestée parce qu'ils ont confiance que leurs histoires vont perdurer à travers le temps. De donner leurs histoires permet aussi d'enrichir à travers les histoires individuelles, la grande histoire, si on peut l'appeler ainsi, et d'inscrire vraiment des histoires familiales dans le cours d'une histoire beaucoup plus large et de les lier entre elles. C'est important aussi pour eux de contribuer à l'éducation du public en assurant une connaissance et une bonne compréhension des événements et des expériences qui ont été vécues. Et tout ça dans une perspective vraiment de résilience afin vraiment de combattre toutes les formes de violence qui peuvent encore persister aujourd'hui. Enfin, de donner, ça permet de contribuer à une quête familiale en répondant à des questions qui étaient sans réponse pendant des années et aussi vraiment de pouvoir des fois clore un petit peu des moments difficiles d'une vie familiale, mais qui vont vraiment aboutir, qui vont permettre en fait d'aboutir au musée. Donc pour nous, c'est vraiment essentiel pour l'équipe de conservation d'avoir une démarche vraiment commune avec les familles, avec les donateurs et de travailler de concert avec eux et dans le respect vraiment de ces histoires-là et de la dignité des personnes qui les ont vécues. Alors, une fois que nous avons ces collections entre nos mains, nous devons les valoriser, les présenter, les partager et bien entendu travailler avec des collections sensibles, donc des objets porteurs d'énormément d'émotions, des souvenirs extrêmement précieux, des histoires difficiles à transmettre. Nous devons mettre en place un cadre en fait d'interprétation très particulier. Et je dirais si j'avais peut-être 3 mots à évoquer pour associer notre démarche, ce serait l'idée d'avoir une approche qui est traversée par la dignité, le respect et l'empathie. Alors, vous me direz de quelle façon ça peut se traduire dans notre travail. J'aurais quelques points à vous proposer. D'abord, celui de privilégier la voix des victimes par rapport à celle des oppresseurs, et c'est ce qu'on ressent tout à fait dans notre exposition permanente. Mais ce n'est pas non plus simplement se concentrer sur cette dimension de victime, mais sur tous les aspects de leur vie, leurs actes de résistance, la spécificité de leur parcours. Et d'ailleurs, notre exposition permanente, à ce titre, évoque la vie des communautés juives avant, pendant et après, parce que l'Holocauste ne peut pas prendre toute la place dans ces parcours de vie. Nous essayons de travailler avec une perspective résiliente, c'est-à-dire reconnaître les expériences difficiles tout en soulignant la force avec laquelle les épreuves ont été surmontées à travers des actes de résistance pendant l'Holocauste, mais aussi après, lorsqu'il a fallu rebâtir sa vie et tout reconstruire, j'oserais dire, à zéro. Nous souhaitons aussi, dans cette approche, travailler avec les individus, les histoires individuelles. Donc, maintenir cette individualité des expériences face à la grande histoire. Parce que les chiffres, parce que les dates ne permettent pas toujours de réellement prendre la mesure des parcours individuels. Nous travaillons également avec une approche biographique des objets, donc nous assurer de raconter l'histoire des objets la plus large possible, raconter tout leur trajet avec leurs multiples facettes, et ce qui nous permet non seulement de raconter l'histoire du porteur de l'objet, du premier propriétaire de l'objet, si je puis dire, pour embrasser également l'histoire de sa transmission à travers le parcours des enfants et des petits-enfants. Nous souhaitons aussi développer une approche à long terme avec les donateurs. Andrea l'a évoqué d'une certaine manière. Nous prenons le temps d'accueillir les gens et d'aller à leur rythme dans le processus de don. Parfois, il y a plusieurs années qui séparent la première venue au musée et le moment où un artefact ou un document va rentrer en collection. Parfois plusieurs années, parce que nous souhaitons nous assurer finalement que toutes ces étapes correspondent aussi au travail de mémoire que le survivant ou que la famille du survivant est en train de faire, étape par étape.
ce qui nous permet d'ailleurs de collecter davantage d'histoires, d'enrichir finalement l'histoire de l'objet et celui de la famille pour avoir une histoire la plus détaillée et la plus juste possible lorsque nous aurons à la retransmettre. Et je dirais que c'est une véritable entente en fait qui se crée entre le musée et les donateurs. Nous gardons d'ailleurs ces contacts au-delà du don. Certains donateurs reviennent nous voir, prennent des nouvelles de leurs objets et lorsque nous avons l'occasion de les utiliser, eh bien, il est toujours pour nous très réjouissant de pouvoir partager ces nouvelles avec les donateurs. À travers le don qui est fait, nous prenons, nous, en tant que musée, la responsabilité des mémoires familiales, de les préserver, mais aussi de les partager. Et cela à travers plusieurs générations. Donc, à la fois, nous commençons avec ceux qui nous donnent les objets et il est courant finalement que les enfants ou les petits-enfants reviennent pour prendre nouvelles de leurs objets et viennent aussi partager avec leur entourage leur histoire qui est présentée au musée. Pour nous, l'accompagnement du don que l'on fait avec l'équipe de conservation, c'est réellement un accompagnement du travail de mémoire. Bien évidemment, nous sommes extrêmement préoccupés par la disparition de nos porteurs de mémoire, nos témoins directs. Le temps file et notre crainte, en fait, c'est de ne pas avoir fait assez pour que chaque histoire soit racontée. Il s'agit en fait d'un défi qui touche à la fois la collecte de témoignages et les histoires associées aux objets. Comme je vous le disais, ça peut prendre du temps pour avoir une histoire complète d'un objet, et parfois plusieurs témoignages autour d'un même objet. Les survivants sont pour nous, participent à la vie du musée, mais sont pour nous surtout les grands animateurs et les grands inspirateurs de ce musée et de notre travail. Alors, on souhaite vraiment pouvoir courir après le temps et nous assurer finalement de leur laisser la plus belle place possible. Alors voilà, en quelques mots, notre travail au musée. On aurait bien encore à vous dire, mais on aimerait laisser un peu de place non seulement aux témoignages, mais aux objets que nous avons à présenter. Nous allons le faire à travers une personne qui nous est particulièrement chère. Et Andrea, je te laisse en parler. Donc, la voix des survivants, la voix des témoins, elle est essentielle parce que c'est une chose d'apprendre l'histoire de l'Holocauste de l'étudier, de lire des témoignages. C'en est une autre d'entendre une personne qui a vécu l'isolement vous raconter ce qu'elle a vécu. Nous allons écouter un extrait du témoignage de Eva Cooper. Eva Cooper qui est née en Pologne en février 1940, donc alors que la guerre a déjà éclaté. Elle grandit les premières années de sa vie dans le ghetto de Varsovie. Et alors qu'elle est âgée d'à peine 2 ans, elle échappe de peu à la déportation au centre de mise à mort de Treblinka. Dans cet extrait, elle relate cet événement. Je vous laisse écouter. When my father returned to our area of the ghetto, he saw that everything was empty. There was nobody home. And he ran to Umschlagplatz because he knew from the past that this is where people were taken. And he saw huge numbers of women and children being forced onto cattle cars. And he tried to get in there because he told me many years later that whatever was going to happen to me and to my mother, he wanted to be there with us. Whatever was going to happen to us, he wanted to happen to him. And they wouldn't let him. They weren't looking for men at that time. They only wanted women and children. They threatened him at gunpoint and told him that they would shoot him point blank if he didn't get out of there. But before he ran to Umschlagplatz, he ran down to the cellar and he called Regina, my mother's cousin. And she ran to Umschlagplatz. And because she was a woman, maybe, or because she was wearing a prison guard uniform, she somehow slipped in and got there just in the nick of time. And she looked around frantically, looking to see if she could see anybody. Her mother and her sister were with us, and my mother was not only her cousin, but also her best friend, her closest friend. And just as she got there, she looked around and she saw that my mother, holding me in her arms, I was 2 years old, was being forced onto one of the cattle cars, pushed into the cattle car. And she ran to that cattle car and she started to scream at the top of her lungs that I was her child and that my mother was only babysitting for me. And I can't explain this because it's hard to believe under those circumstances
But for some miraculous reason, my mother was allowed to pass me hand to hand, hand to hand. I was thrown off that car into Regina's arms. And the doors of the cattle car closed. And eventually that train and hundreds of other trains like it pulled away. And the people on those trains were never heard from again. And this, I think, is the most dramatic part of my story, because it is something that haunts me to this day. Having children of my own and now grandchildren of my own, I can't imagine what that must have been like for my mother to do the absolute opposite of what instinct called her to do. She must have wanted to hold me close, to protect me with her own life, with her own body, as I would do for my children, as you would do for your children. But instead, she had to do the exact opposite, and she didn't have time to consider it. She didn't have time to think, should I do this, should I not? She had to make an instant decision. Donc, à travers cet extrait, on peut bien sentir la douleur qu'Eva ressent encore aujourd'hui par rapport à cet événement. Et peu après la déportation de sa mère, elle et son père se sont enfuis du ghetto de Varsovie en passant par les égouts. Un événement qu'elle décrit aussi comme étant très, très difficile parce que ça a pris plusieurs heures pour pouvoir faire cette fête-là de façon sécuritaire sans être pris par les nazis. Une fois sortie du ghetto, son père la confie à une connaissance non juive qui prend soin d'elle jusqu'à ce que ça devienne trop dangereux. Elle est alors confiée à un couvent de sœurs carmélites et c'est là qu'elle va demeurer cachée jusqu'à la fin de la guerre. Son père va la récupérer après la guerre, mais l'histoire d'Eva montre bien que même si la guerre est terminée, la vie n'est pas nécessairement plus facile pour autant. En effet, l'antisémitisme est encore bien présent en Pologne après la guerre, au point où le père d'Eva on était suffisamment inquiet pour lui cacher son identité juive. Donc, Eva poursuit son éducation dans le milieu catholique, grandit en ne sachant pas qu'elle est juive. Et d'ailleurs, nous avons ici son certificat de première communion qui a été émis en 1948, qui montre vraiment qu'elle a progressé quand même très loin au niveau de la religion catholique, ayant fait plusieurs sacrements. Donc, le document est écrit en polonais et indique vraiment qu'elle a fait sa première communion en 1948. L'année suivante, en 1949, la famille quitte la Pologne et se rend au Canada à bord du MS Bathory. Le second document qu'on a sur l'histoire de Eva, c'est en fait le menu du dîner d'adieu que les passagers ont eu lieu la veille de leur arrivée au Canada. Donc, à l'intérieur, on peut voir vraiment le menu qu'ils ont pu partager ensemble sur le navire. Ce voyage-là revêt une symbolique toute particulière pour plusieurs raisons. D'abord, c'est vraiment le signe du début d'une vie nouvelle, une vie dans un nouveau pays, loin des problèmes qu'ils ont vécus en Europe, où ils peuvent vraiment avoir espoir d'une nouvelle vie qui serait meilleure. Mais c'est aussi sur le navire que finalement, le père d'Eva lui apprend qu'elle est en fait juive. Quelque chose qu'elle ne savait pas jusqu'alors. C'est une réalité qui sera très difficile pour Eva à accepter. Ça va lui prendre plusieurs années avant d'y parvenir et de pouvoir enfin être fière de son héritage et de son histoire. Marie-Blanche, je peux présenter. Alors, j'aimerais vous présenter un autre objet rapidement. On l'a apporté, mais probablement que vous le verrez mieux à l'écran. Voici cette étoile. Alors, je ne sais pas si on la voit bien à la caméra. Voilà. C'est bon? Je vais vous en dire quelques mots juste après. Alors, cette étoile est un don d'André Segal. Alors, attendez, je vais reprendre mes petites notes, pardon. Donc, André Segal est né en 1932 à Bruxelles, en Belgique. Sa mère avait un conjoint non juif et celui-ci a grandement d'ailleurs contribué à les aider à survivre à la guerre.
En juin 1942, le port obligatoire de l'étoile jaune, comme celle que vous avez à l'écran, symbole de persécution, rend l'identification des Juifs quasi systématique. Alors que la mère d'André prépare les étoiles pour les coudre sur leurs vêtements, la famille décide d'entrer dans la clandestinité et de se cacher. Cette étoile n'a donc jamais été portée. Je voulais vous en présenter une qui n'avait pas été portée pour qu'on puisse voir en fait la façon dont les étoiles étaient distribuées, c'est-à-dire par mètre, imprimées par mètre sur du tissu. Elles étaient découpées par les familles et cousues directement sur les vêtements. Le J, vous vous en doutez, est pour désigner le terme de juif dans toutes les langues de Belgique. Donc une bande de tissu généralement imprimée sur des mètres et les gens devaient se les procurer et les apposer sur leurs vêtements. Évidemment, ne pas porter l'étoile était associé à un certain nombre de graves conséquences. Voilà pour cette étoile d'André Segal. Cette étoile, d'ailleurs, juste peut-être avant de passer à la diapositive suivante, nous a été donnée et a été associée également à un témoignage au musée. Donc ça, c'est un élément extrêmement important pour nous, lorsqu'on est capable, évidemment, d'associer un témoignage avec un objet. Parfois, les gens commencent par le témoignage et nous donnent un objet par la suite, ou parfois, c'est simplement l'objet qui ouvre la voie à un témoignage beaucoup plus important que celui de l'histoire de l'objet. Je vous présente également cette paire de chaussures qui est un exemple un peu atypique dans la collection. Il s'agit d'une paire de chaussures qui a été offerte au musée par Guy du Sablon, mais ce n'est pas lui qui les a rapportées. Guy du Sablon est le neveu d'Aimé Forget, qui était soldat dans l'armée canadienne, qui faisait partie des forces d'occupation de l'armée canadienne après la guerre. Monsieur du Sablon est venu nous apporter ces chaussures en ne sachant pas qui exactement les avait portées, qui les avait rapportées dans sa famille, mais il était persuadé que ces chaussures avaient une histoire particulière et il nous les a donc confiées pour que nous découvrions cette histoire. La recherche a permis de donner du contexte à cet objet, mais aussi des réponses aux donateurs. Donc, il ne savait pas quel était l'oncle qui avait fait l'armée. Il y avait une histoire dans la famille, mais on ne savait pas exactement. Lui ne savait pas lequel c'était. Donc, on a pu retrouver les états de service d'Aimé Forget et de voir justement tout son parcours. Alors, comme de véritables enquêteurs, l'état de service d'Aimé Forget nous a permis d'identifier les endroits où il avait pu aller et ensuite vérifier dans quel camp ces chaussures avaient pu être prises, puisque grâce à une série de correspondances, nous savions qu'elles venaient d'un camp. Donc, nous ne savons pas exactement lequel, mais on a pu identifier quelques pistes grâce justement à cette recherche. Cet objet en fait nous permet de documenter les conditions de vie dans lesquelles les prisonniers étaient, travail forcé, puisque c'était les prisonniers qui fabriquaient ces chaussures, mais également les mauvais traitements, les équipements inadéquats, les uniformes, dont ces fameuses chaussures. Celles-ci n'ont semble-t-il pas été portées, elles ont donc été ramassées à la Libération, donc elles devaient faire partie d'un magasin et donc on suppose donc qu'Aimé Forget les a récupérés avec un ensemble d'autres souvenirs, mais nous avons la chance d'avoir ces chaussures, très, très heureuse de les avoir, et ça témoigne d'un autre apport à la collection. On vous a évoqué tout à l'heure l'apport des survivants et de leurs familles. On a également des vétérans, des enfants de vétérans ou des petits-enfants de vétérans qui nous apportent ces objets qui étaient rapportés par les soldats canadiens à la suite de leur parcours. Alors, je vais peut-être, juste avant, vous les montrer d'un petit peu plus près, si c'est possible, sur le dessus. Et en dessous, ce que la photo ne peut pas vous montrer. Puis en fait, c'est dans
On regarde la semelle des chaussures qu'on présume qu'elles n'ont pas été portées parce que quand on regarde dans d'autres musées des chaussures semblables, il y a une usure très apparente quand elles sont portées et ce n'est pas le cas ici. Donc, on présume que Aimé Forget a récupéré ses chaussures dans un magasin comme Marie-Blanche a mentionné avant même qu'elle ait été portée par un prisonnier. Alors, Andrea, je te passe le relais pour quelques autres objets. Donc, le prochain objet qu'on souhaiterait vous montrer, c'est un document qui date d'après la guerre. Et la particularité de ce document, en fait, c'est vraiment un témoignage d'une réalité, c'est que beaucoup de personnes n'ont plus rien après la guerre. Ils ont tout perdu, ils n'ont pas pu récupérer grand-chose. Donc, des fois, les seules traces de leur parcours ou des expériences qu'ils ont vécues pendant l'Holocauste sont vraiment celles de leur vie tout juste après la fin de la guerre, dans ce qui était appelé les camps de personnes déplacées. Aujourd'hui, on appellerait ces lieux-là des camps de réfugiés. À l'époque, c'était nommé des camps de personnes déplacées. Ce certificat d'identité appartenait à Raphaël Zlatkin, qui est né en 1924 à Zichlin, en Pologne. Pendant la guerre, il est forcé de se rendre dans le ghetto de la ville, avant d'être déporté en 1943 au camp d'Auschwitz. Dans ce camp, il est assigné aux travaux forcés à la gestion de l'inventaire de nourriture, ce qui lui permet d'envoler. Donc, il lui permet en fait d'avoir une meilleure chance de survie parce qu'il a un peu accès à la nourriture, mais aussi d'en distribuer à d'autres prisonniers pour aussi les aider à survivre. Après Auschwitz, il est contraint de prendre part à une marche de la mort vers le camp de concentration de Mauthausen en Autriche. Puis, il est déplacé au camp de Ebensee, où il est libéré le 5 mai 1945. Après la libération, il se rend dans le camp de personnes déplacées de Salzbourg, en Autriche, où il obtient ce document. Il va y demeurer au camp de personnes déplacées de Salzbourg jusqu'à son immigration au Canada. Ce document est un certificat d'identité émis par l'Organisation internationale des réfugiés en novembre 1947 à Salzbourg. C'est généralement le genre de document qu'on émet pour une personne qui n'a plus de papier d'identité. Donc, ce sont souvent des personnes qui sont en position vulnérable parce qu'ils n'ont pas moyen de quitter l'Europe, de repartir une vie ailleurs. Donc, les Alliés et les différentes organisations qui étaient en place pour gérer les camps de personnes déplacées vont émettre des nouveaux documents officiels pour pouvoir identifier les personnes qui n'avaient plus leur papier d'identité, que ce soit leur certificat de naissance ou peu importe le papier d'identité qu'ils auraient pu avoir avant la guerre. Donc, ce document spécifique est conçu vraiment dans la perspective d'émigration du détenteur. La destination prévue y est inscrite dans le bas du document. Donc, c'est indiqué que Raphaël doit se rendre au Canada. Et à l'endos, on a les empreintes digitales de la personne afin d'assurer son identification de façon plus sûre. Et enfin, il y a une partie qui permet en fait d'apposer les visas d'entrée au pays. Donc, il y en a un qui indique que Raphaël est arrivé au Canada en avril 1949. Donc, ça, c'est vraiment un document très important qui est vraiment le signe vraiment d'un nouveau départ, qui permet à quelqu'un comme Raphaël de mettre derrière lui l'Europe et de pouvoir tenter sa chance à l'étranger, dans un nouveau pays, au Canada en l'occurrence. Le dernier objet qu'on souhaite vous présenter est vraiment un objet qu'on pourrait qualifier justement d'un objet qui pourrait paraître ordinaire au départ, mais dont l'histoire le rend vraiment extraordinaire. Donc, c'est un objet qui est très coloré et qui a une histoire très particulière. Il a appartenu à Lisette Ivry, qui est une survivante qui est née à Lichtany, en République tchèque, en 1925. Pendant la guerre, alors qu'elle était encore adolescente, elle est d'abord envoyée au camp ghetto de Theresienstadt, où elle demeure jusqu'à être déportée en décembre 1943 au camp de concentration d'Auschwitz. Elle va y rester jusqu'en juillet 1944. Elle est alors transférée dans un camp de travaux forcés près d'Hambourg, en Allemagne, avant d'être encore une fois transférée au camp de Neuengamme, toujours dans le nord de l'Allemagne. En février 1945, dans la région où elle se trouve, près de Dresden, elle survit au bombardement des Alliés qui ont lieu dans le secteur. Elle est ensuite déportée au camp de concentration de Bergen-Belsen, où elle est libérée le 15 avril 1945. Donc, Liselotte a dû parcourir
de nombreux kilomètres avant d'être libérée et passé à travers de nombreux camps de concentration où elle a vécu des travaux forcés et des expériences assez difficiles. Une fois qu'elle est libérée, en fait, une fois que le camp de concentration de Bergen-Belsen est libéré par les armées en 1945, il est converti en un camp de personnes déplacées. Donc, la portion du camp où se trouvaient en fait les baraquements des gardes des officiers nazis va être reconvertie en camp de personnes déplacées et les survivants vont y être logés jusqu'à ce qu'ils puissent immigrer ou trouver un endroit où aller de façon permanente. Lisa travaille alors dans la cantine du camp de personnes déplacées à Bergen-Belsen et un jour, dans la file de la cantine, elle voit une jeune fille rom, une jeune femme rom qui portait ce foulard-là coloré. Elle l'a trouvé absolument magnifique, un foulard très coloré qui est imprimé avec des belles fleurs, quelque chose de très joyeux, de très vivant, qui en fait lui a donné envie, quelque chose de beau qu'elle désirait avoir. Et c'est le premier objet qu'elle se procure après la guerre. Elle demande à la jeune femme si elle peut lui acheter et elle va échanger en fait une ration de pain afin de pouvoir se procurer le foulard qu'elle va conserver avec elle. Elle va le porter autour du cou et non sur la tête. Et elle va décider en fait de la porter avec elle quand elle émigre au Canada en 1949. Tous ces objets que nous avons présentés ce soir, ça permet vraiment de parler à la fois de l'unicité de chacune de ces histoires-là, mais également de la multiplicité des expériences qui se traversent et qui se croisent. En passant de l'histoire personnelle à l'histoire familiale, on permet d'apporter un point de vue nouveau sur une échelle humaine par rapport à la grande histoire. Et ça permet aussi de montrer un peu les facettes de notre travail en collection et de la façon dont on parvient à faire vivre ces objets. Donc, ces objets nous inspirent au quotidien et nous espérons qu'à travers notre partage donc de quelques petits objets, de quelques exemples, parce que évidemment, on pourrait bien entendu vous en parler pendant des heures, une fois qu'on rentre en collection. Alors, on espère que ces objets vous auront également inspiré et nous serons ravis de répondre à vos questions. Merci. Merci, mesdames, pour cette généreuse présentation. Je reviens donc pour la période de questions, avec quelques questions donc, qui débutent ainsi. Avez-vous une bibliographie complète qui porte sur la Shoah et l'histoire qui entoure l'Holocauste, aussi que les thématiques pertinentes? Est-ce que tu veux répondre, Andrea? On ne musée pas une bibliographie complète sur la Shoah, pour la simple et bonne raison que je dirais, puis tu pourras compléter Marie-Blanche, on est quand même un musée de taille moyenne avec des ressources limitées et il y a des institutions qui ont vraiment développé des ressources incroyables, par exemple à Washington, le Musée national de l'Holocauste à Washington ou encore le Mémorial de la Shoah à Paris, qui ont déjà développé ces ressources-là. Donc, généralement, quand on a des questions par rapport à ça, on va référer directement à ces ressources. Nous créons des petites bibliographies ou des bibliographies restreintes en fonction des projets que nous développons pour pouvoir approfondir certains sujets. Mais cette bibliographie, de toute façon, elle est en constante évolution parce que la recherche se produit tous les jours et donc très, très régulièrement, des ouvrages sortent, de nouveaux ouvrages sortent. Donc, c'est notre travail, par contre, de nous tenir à jour. Merci beaucoup. Pouvez-vous nous partager une de vos meilleures découvertes? Peut-être l'acquisition d'un objet qui parvenait à lui seul à agrémenter la richesse de votre collection, depuis que vous êtes au Musée de l'Holocauste. On nous demande de faire un choix, ce qui est très difficile. Je ne sais pas si tu veux commencer, Marie-Blanche. Moi, je dois dire que les chaussures de Monsieur Dusablon ont été pour moi une source d'euphorie à peu près pour le temps d'un été, en fait, parce que arriver avec des objets sans histoire ou avec une histoire très, très partielle, évidemment, vient susciter l'intérêt des conservateurs, évidemment. Donc, la recherche se développe et quasiment tous les jours, on avait une petite nouvelle pour composer cette histoire. Alors,
c'est vrai que ça a été un objet qui pour moi a été fascinant. Mais je dirais qu'un autre objet m'a énormément touchée, c'est le foulard qui appartenait à la mère de Naomi Tenseur et qui nous a apporté ce foulard, nous l'a partagé, ainsi qu'un certain nombre d'autres objets de sa mère. Et je dois dire que ces objets nous touchent par les histoires qu'ils portent, mais aussi par les liens que nous faisons individuellement avec ces objets. Et dans cet ouvrage, on retrouvait le travail d'une femme et la conservation et la bienveillance de sa fille à le garder et près d'elle. Donc un objet très féminin. J'avoue que c'est quelque chose qui m'avait beaucoup touchée dans cette histoire. Moi, si je dois en choisir un, je dirais que c'est une poupée, en fait, qui appartenait à une survivante qui collabore régulièrement au musée, qui donne son témoignage régulièrement à des étudiants, à des groupes. Son nom est Daisy Gross. Elle était enfant quand la guerre a éclaté. Et c'est une poupée que la domestique de la famille avait fait à sa naissance. Une domestique qui l'adorait. Et en 1943, Daisy a été envoyée se cacher avec cette domestique-là dans son village natal. Donc, elle a été séparée de ses parents. Elle a emporté la poupée avec elle, qui était en fait sa seule amie, sa seule confidente pendant une période excessivement difficile de sa vie. Et les parents de Daisy sont morts pendant l'Holocauste. Elle est devenue orpheline. Cette poupée-là était vraiment, en fait, le seul lien qui restait avec son enfance, avec ses parents, avec une enfance heureuse qu'elle a connue. Elle l'a emportée avec elle quand elle a migré au Canada et c'est demeuré sa confidente jusqu'à ce qu'elle ait ses 75 ans. Tous les jours, elle se confie à sa poupée et finalement, en 2016, elle décide de la donner au musée. Et cette rencontre-là avec Daisy a été particulièrement touchante et émouvante. Et c'est vraiment, en fait, pour elle, c'était en fait de confier au musée son amie, une amie importante, une personne importante de sa vie. Et le jour où Daisy a signé les papiers officiels de don, elle a regardé sa poupée et lui a dit au revoir. Et je dois dire que j'ai de la misère à contenir mes larmes parce que c'était absolument émouvant et ça me permettait vraiment de comprendre l'importance de l'objet pour elle. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est pas un objet pour elle, c'est quelque chose, c'est un être vivant, une personne qui est vraiment intégrée, ancrée dans son histoire, dans la personne qu'elle est. Et maintenant, puis je vais le dire comme ça parce que même pour Daisy, encore aujourd'hui, c'est moi qui est maintenant responsable de la poupée, c'est pas le musée. Elle me l'a confié personnellement et à chaque fois qu'elle veut savoir quelque chose, c'est toujours moi qu'elle va appeler, c'est avec moi qu'elle va interagir pour savoir qu'est-ce qui arrive avec sa poupée. Donc, c'est là qu'on raconte, qu'on explique vraiment, qu'on crée des relations avec les gens. Ça, c'est vraiment un exemple pour moi. Ça a été un moment très marquant de ma vie au musée pour l'instant. Merci beaucoup, c'est très touchant pour ça. Alors, on va y aller dans le plus léger. Où se situera le musée après le déménagement? Personne ne le sait. La réponse sera courte. Non, on ne le sait pas encore. D'accord. Merci. Comment traitez-vous les objets qui glorifient le régime nazi? Comment ces objets sont présentés dans votre collection permanente? C'est une excellente question. C'est peut-être une réponse à relais qu'on va faire. Oui. Évidemment, nous avons certains objets nazis dans notre collection. Ils documentent l'histoire, mais il y a un choix qui a été fait. C'est toujours de se dire que ces objets ne prennent pas la place des objets des familles survivantes ou des survivants. Donc, lorsque l'on nous fait une proposition de don, nous réfléchissons très clairement à un certain nombre de paramètres, à savoir est-ce que ce sont des objets que nous avons déjà en collection et quelle est leur histoire et prennent-ils la place d'autres objets qui méritent pour nous une place toute particulière. Et donc, c'est une réflexion que nous devons mener. Mais il nous arrive aussi que ces histoires, avec ces objets, amènent des histoires
très intéressantes en matière de relations d'après-guerre ou de relations à ces objets. Donc parfois, on peut avoir des objets qui sont apportés par des gens qui ne souhaitent pas les garder parce que pour eux, c'est un réel poids de conserver ces objets et qui évoquent peut-être un pan de leur histoire de famille avec lesquels ils ont de la difficulté à vivre. Alors, c'est sûr que ce qui est important pour nous, c'est d'avoir une histoire autour de cet objet et bien évidemment, compte tenu du marché qui existe aussi de ces objets, nous sommes extrêmement précautionneuses avant d'accepter ou pas un tel objet. Andrea, est-ce que tu veux... Oui, parce qu'en fait, la réalité, c'est comme en fait, l'exemple de Aimé Forget le montre, les vétérans, en fait, les soldats n'ont pas seulement rapporté des objets liés aux prisonniers, mais aussi aux soldats qu'ils ont vécu dans une espèce d'un petit peu une perspective un peu d'un butin de guerre. Et comme les vétérans, maintenant, bon, il y en a beaucoup, il y en a de moins en moins. Au décès, les familles vont liquider le patrimoine familial et des fois tomber sur des objets comme ça qu'ils ne vont pas souhaiter garder. C'est sûr que le musée a quand même une préoccupation parce que ce n'est pas notre mandat d'accueillir tous les objets associés aux nazis. En même temps, on veut aussi s'assurer parfois qu'ils ne vont pas rentrer sur le marché parce que c'est pour des raisons éthiques. Dans le traitement qu'on va en faire, par exemple, dans les expositions, on va toujours s'assurer de présenter des pièces qui ne sont pas trop grandes et qui, en fait, ne vont pas porter, en fait, qui ne vont pas mettre de l'ombrage, si on veut, sur les objets des survivants. Parce que, de par la nature même de ces objets-là, ils ont été conçus dans une perspective de puissance et de grandeur. Donc, si on les met en exposition sans faire attention, souvent, on va être attiré par ces objets-là plutôt que par ceux laissés par les survivants. Et nous, on souhaite éviter ça. Et même en arrière-scène, dans notre réserve, en fait, ils sont séparés du reste de la collection. Ils ont une section qui leur est destinée et tous les objets associés aux nazis sont classés dans cette section-là, séparés des objets qui nous ont été donnés par les survivants et leurs familles. Aucun mélange. Je dois dire par ailleurs qu'évidemment, nous ne pouvons pas accueillir tous ces objets, mais nous nous assurons à chaque fois que ces objets trouvent un autre chemin. On ne laisse jamais les gens dépourvus, surtout avec ces objets. Quand on pense à une œuvre d'art, parfois, spontanément, on pense un peu plus facilement à des institutions qui pourraient les accueillir, mais quand il s'agit d'objets nazis, vraiment, on prend le temps de créer une relation avec la personne qui nous amène cet objet et on essaye de trouver des solutions. Et on y tient, ça fait partie de notre mandat, si on ne les accueille pas, de ne pas les laisser repartir dans l'espace public. Merci, c'est très éclairant. D'ailleurs, à ce propos, avez-vous déjà reçu des propositions de dons qui n'ont pas pu être retenues par le musée et pourquoi? Oui, alors justement en lien avec ces objets nazis, je peux parler d'une proposition qui a été faite et en fait qui nous amène à parler de l'éthique en conservation. On m'a proposé déjà des couteaux nazis qui avaient été achetés sur Internet. Alors vous comprendrez aisément qu'on n'est pas dans notre approche biographique des objets, dans notre volonté de tracer l'histoire de l'objet. Bien entendu, cela ne pouvait pas fonctionner et donc il a fallu expliquer le plus gentiment possible que ce n'était pas possible. D'autant que pour les objets nazis, il y a beaucoup de faux en circulation. Exact. Donc si on n'a pas une provenance spécifique, on ne peut pas s'assurer de l'authenticité de l'objet. Donc ça, c'est un exemple d'objet qu'il a fallu refuser. Et puis, on a trouvé encore là une solution. Mais des fois, les refus sont aussi liés à nos champs de collectionnement. Donc, le musée a une politique de collectionnement qui désigne vraiment et qui indique qu'est-ce que le musée recherche, qu'est-ce qu'on collectionne. L'espace est précieux. Donc, on doit toujours faire des choix. On ne peut pas tout accepter. Donc, par exemple, les œuvres d'art, ce n'est pas quelque chose qui fait partie du mandat du musée de les collectionner. Mais encore des fois, on peut refuser un objet pour des raisons aussi plus, je ne vais pas dire mécaniques, mais plus un peu structurelles. C'est-à-dire, si on ne peut pas assurer la préservation adéquate de l'objet, on ne va pas l'accepter. Notamment si c'est un objet de très, très grande dimension, on n'est pas équipé pour accueillir ce genre d'objet-là. Donc, malheureusement, on doit les refuser, même si on souhaiterait les avoir en collection. Donc, des fois, c'est des refus pour des raisons éthiques ou pour des raisons vraiment de contexte, d'histoire de l'objet, mais des fois, c'est pour des raisons vraiment très physiques ou même liées à la capacité de préservation du musée. Merci beaucoup.
Je sais que vous en avez parlé un peu dans votre présentation, mais vous savez, du temps qui passe et plus les objets appartenant aux témoins directs de l'Holocauste se font rares. En ce sens, est-ce que le travail de conservation, votre travail finalement, est-ce qu'il sera repensé et comment vous entrevoyez les changements futurs pour votre pratique? C'est une belle question que l'on a d'ailleurs discutée en préparant cette conférence parce que, évidemment, à chaque fois, on se pose des questions à comment élargir le spectre tout en respectant notre mission, comment nous assurer de faire grandir cette collection, même si nos premiers interlocuteurs ne sont plus là pour le faire. Je dirais que un peu à la manière du temps qui passe, nous nous éloignons des événements et il y a cet après-Holocauste. Donc, bien entendu, il se passe des choses, on poursuit la commémoration, on poursuit le travail de transmission et cette histoire-là aussi, il faut la raconter. On ne raconte pas seulement l'histoire de l'Holocauste, mais celle qui vient après, et de réfléchir à la manière dont nous commémorons ces événements, à la manière également par laquelle les familles se transmettent ces objets et racontent leurs histoires, et comment un objet ou un autre va vivre une deuxième vie avec des enfants ou des petits-enfants, et comment ces enfants ou ces petits-enfants vont raconter leur propre histoire à travers ces objets. Nous, ça nous fait réfléchir à l'inclusion de toutes ces histoires, d'une manière ou d'une autre. Évidemment, ça se fait de manière ordonnée. Donc, on a toute une stratégie à développer, mais c'est évident qu'on regarde avec un petit peu plus de recul cette première collection qui est déjà très importante et à voir comment on peut l'ouvrir aussi, toujours dans cette même histoire, mais comment on peut l'ouvrir et la rendre plus inclusive avec nos porteurs de mémoire. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Bien, la seule chose que je rajouterais vraiment, c'est qu'une des perspectives vraiment pour nous qui semble vraiment intéressante, c'est vraiment associé à la commémoration. Parce que la commémoration, même d'un point de vue historique, on en voit les premiers éléments dès le lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Donc, d'avoir une collection qui permet de tracer vraiment l'évolution de la commémoration de ces efforts-là, ça pourrait être éventuellement quelque chose de très pertinent pour nous, qui permettrait justement de permettre aux gens qui sont ici maintenant, pour qui l'histoire peut être éloignée, de s'en rapprocher un petit peu et de porter un regard sur elle. Merci beaucoup. Alors, une dernière question pour vous, mesdames. Justement, quand vous parlez d'ouverture et tout ça, je sais qu'au Musée de l'Holocauste, normalement, vous recevez les élèves, les groupes scolaires, entre autres. On se demande comment les étudiants et les élèves réagissent-ils aux témoignages, par exemple, des survivants? Je peux dire un petit mot pour commencer. Eh bien, c'est une expérience inclassable, incontournable, rencontrer un témoin de l'histoire qui partage son histoire. Je dirais que c'est une... tout à l'heure, j'utilisais le terme de vibrant. Je pense que c'est une expérience vibrante pour chacun d'entre eux. Ce ne sont plus seulement des objets dans des vitrines d'exposition, ce ne sont plus seulement des images dans des manuels d'histoire ou des documentaires, mais ce sont des personnes qui ont une histoire toute personnelle à raconter et tout d'un coup, cette grande histoire avec des chiffres, avec des dates, devient le parcours d'un Élie, d'une Marguerite, d'un Leslie et donc tout d'un coup, cette histoire, elle s'incarne dans une réalité qui est celle de la relation avec l'élève ou avec l'étudiant en général. Alors, je dirais que c'est une expérience incontournable et qui met beaucoup de relief à ce que l'on essaye de raconter. Et je crois que lorsque le message est passé à travers un témoignage, eh bien, il est encore plus fort et encore plus long à disparaître dans l'esprit de l'élève. Tout à fait. Puis, en fait, les témoins conférenciers avec qui on travaille ont vraiment une attitude innée puis très naturelle pour entrer en contact avec les élèves puis leur faire comprendre leur histoire. C'est sûr que de plus en plus, les témoins qui peuvent communiquer leurs expériences étaient des enfants à l'époque. Donc, ça aussi, ça aide parce qu'ils peuvent dire « j'avais à peu près ton âge, j'avais
j'étais un peu plus jeune que toi, donc ça permet de vraiment de mettre en perspective les expériences et de comprendre. Bon, moi, j'ai 12 ans, il y avait 12 ans à l'époque, de faire la différence entre la vie de ces gens, des élèves aujourd'hui et la vie que les gens ont vécue. Et je pense qu'un des meilleurs exemples qui montre vraiment l'impact que les témoignages ont sur les élèves, c'est que c'est pas rare que les classes, après avoir rencontré un survivant, vont leur envoyer des lettres, des messages, des dessins, des choses qu'ils vont faire pour les remercier vraiment d'avoir partagé leur histoire. Des fois, ils vont maintenir des correspondances avec eux. Donc, c'est vraiment une relation qui se crée et qui, des fois, se perpétue au-delà même de l'espace au musée. Je dirais qu'avec les témoignages des survivants, le sens de la rencontre s'incarne au musée. C'est vraiment à travers cette rencontre-là que toute la différence se fait. Sur ce, chère conservatrice, je vous remercie à nouveau de nous avoir offert cette présentation qui a su mettre en lumière votre métier de conservation d'objets de mémoire si important, qui permet par ce collectionnement de les préserver et de partager les histoires dont témoignent ces objets. Et à vous, cher public, merci de votre participation et je vous encourage à aller voir en ligne, dès maintenant, l'exposition Port d'exil, port d'attache sur les sites de nos musées. Au plaisir de vous revoir.